Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo spéciale, vous voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec les Arman. Enchanté, c'est moi. Donc on en avait parlé dans la dernière vidéo, vous avez vu un petit peu quelques photos. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu plus en précision tes différentes installations. On est devant la première et puis on vous fera un petit tour. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les différentes espèces que tu as. Sachant qu'il y a des trucs vraiment pas mal, hein. On a une dinguerie juste derrière nous. Donc on va en parler aujourd'hui. Et évidemment, on va pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur les espèces, etc., il y a ta chaîne, évidemment, qui sera dans la description un peu partout, enfin vous savez. Donc on va commencer, présente-nous un peu l'espèce. Ouais, mais du coup ici, on se retrouve devant le terrarium de mes iguanes des Fidji. Donc iguane des Fidji, Brachylophus fasciatus. C'est une espèce d'iguane qui reste assez petite. Et du coup, c'est assez pratique parce qu'on peut les maintenir dans des terrariums de taille raisonnable. Enfin, oui, quand même raisonnable pour un iguane, on va dire ça. Comparé à l'iguana iguana, ça reste des petits iguanes. Donc ça vient, comme son nom l'indique, des îles Fidji. Donc ça provient de là-bas. Ici, j'ai un jeune couple qui a 1 an et demi, plus ou moins, qui sont dans ce terrarium. C'est un terrarium qui fait 1m25 sur 1m25 sur 80 de profondeur. Donc on reste sur des dimensions qui sont bien pour un iguane, quoi. Après, c'est une espèce qui est rare, qui est compliqué à avoir. Tu m'avais dit que c'était une espèce qui était interdite en France et il y a des réglementations même chez nous par rapport à ça. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup, il y a des choses à prendre en compte quand on veut acquérir ce genre d'espèces, surtout en France où elles sont soumises, l'espèce est soumise au certificat de capacité et à l'AOE. C'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça en captivité. Ça existe, il y a des éleveurs, etc. Mais on n'en voit pas beaucoup. Et même en Belgique, il y a certains points à prendre en compte et il y a quand même une réglementation par rapport à cette espèce. C'est pas une espèce, il faut bien se renseigner avant de les avoir. Évidemment, j'ai envie de dire il faut se renseigner pour chaque espèce, ouais. Mais là c'est sûr qu'on est quand même sur quelque chose, c'est une espèce de rêve au final. C'était clairement mon espèce de rêve et elle est toujours d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est sûr que si vous démarrez la terrarie, vous n'allez pas pouvoir commencer par ça, on va pas se le cacher, mais c'est un objectif, quand on se lance dans la terrarie, on a tous des espèces qui nous font rêver, et en l'occurrence, là on est quand même sur quelque chose qui est quand même pas mal, quoi. Voilà, c'est comme toi avec ton Uroplatus. Voilà, c'est ça. Personnellement, moi, c'est le genre d'espèce que je l'adore, je trouve ça magnifique, et c'est sûr que il faut bien se renseigner avant, il faut y réfléchir pendant longtemps, puis même c'est compliqué à trouver, donc vous n'allez pas vous promener dans une animalerie et oh tiens, un iguane des Fidji, donc voilà. Mais honnêtement, vraiment cool, quoi. Clairement. Et après, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est une espèce au maintien et à l'élevage qui est pas si compliqué que ça en fait. Donc ça reste une espèce qui mange que des végétaux. Ça c'est un gros avantage, c'est sûr, chez beaucoup d'espèces d'iguanes. Clairement. Donc ça c'était un gros plus pour moi. Et, il mange de temps en temps des petits insectes, de temps en temps. Ah ok, tu varier un peu. Ouais. Tu donnes quoi comme insecte Je donne des red runners, ça va être des petits vers de farine de temps en temps, des petits grillons, des choses. Voilà. Mais ça reste occasionnel. Ouais, voilà, c'est ça, pour apporter un peu de protéines, des trucs comme ça. On va dire que je donne 2 red runners toutes les 2 semaines, voire tous les mois. C'est occasionnel. Vraiment... Leur alimentation, ça reste vraiment que des végétaux. Et elles mangent très très bien, tu vois, genre vraiment, il n'y a aucun souci au niveau de l'alimentation. Et même au niveau du comportement, c'est très très cool. Après, ce qui va être plus compliqué, ça va être au niveau de la reproduction. Déjà, on va le voir sûrement sur les plans de coupe, mais elles ont des écaillures très très fines. Donc quand il y a les accouplements, ça peut faire des dégâts. Ça c'est intéressant à savoir aussi. Ouais. Donc il faut toujours prévoir, quand on a cette espèce-là, de pouvoir les séparer à tout moment. Donc ça peut très bien se passer pendant plusieurs années et en un coup avoir des soucis. Okay. Et alors là, il faut impérativement les séparer tout de suite, quoi. Vous avez des animaux, quand on est sur des espèces rares comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, où il n'y a pas énormément d'individus en captivité. Ouais. Et donc c'est important, quand on prend la responsabilité de prendre l'animal, aussi derrière de permettre d'en avoir pour des générations futures. C'est ça qui est important. Clairement, pour produire, ça permet d'avoir justement c'est ça, limiter les importations inutiles, quoi. Et c'est toujours mieux de le faire parce que c'est sûr qu'avoir un animal qui déjà est né en captivité, c'est mieux pour l'animal, c'est mieux pour vous, parce que généralement il est plus habitué aussi, moins peureux, moins de parasites, de choses comme ça. Bref, c'est mieux pour tout le monde d'avoir du nez en captivité. Pour certaines espèces, c'est malheureusement pas encore possible. Je sais pas si t'as d'autres trucs à ajouter par rapport à cette installation-là ou... non, franchement, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ok, on va passer à la suite alors. Ouais, on va passer à la suite.
Du coup, présente-nous un peu l'espèce qu'on a devant nous. Ouais, ici, mais du coup, c'est un petit Laimanthus, enfin plutôt une, donc c'est une femelle. Ça va faire 3-4 ans, je crois que je l'ai. Quand même, ouais. Donc, ouais, non, plutôt 3 ans, ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une espèce aussi géniale. Franchement, super espèce que j'adore. Encore une espèce qu'on voit pas souvent. C'est vrai qu'il n'y en a pas souvent. Il y en a de temps en temps, j'en ai vu en France dans certaines animaleries, mais c'est par période. Parfois, il n'y a plus rien, et puis il y en a certains. Mais du coup, effectivement, on n'en voit pas souvent, mais c'est pas non plus méconnu. Mais par contre, c'est vraiment une espèce géniale à élever, vraiment très très sympa, et qui se reproduit par parthénogenèse. Ah ouais, ouais. Ça, je savais pas par contre. Ah, sérieux? Parthénogenèse aussi. Voilà. Ah ouais, ok. En gros, là pour le moment, on se demande si en fait c'est une espèce qui se reproduit par parthénogenèse ou pas, parce qu'en fait il y a encore des mâles dans la nature, et même en captivité, il y a encore des longipes, des Laimanthus longipes avec des mâles. Et on se pose la question de savoir s'il ne serait pas deux sous-espèces différentes, justement, ou deux espèces même différentes. Et donc là, pour le moment, il y a encore des études qui sont faites avec des scientifiques et des éleveurs qui s'entraident entre eux pour essayer de découvrir ça. Mais du coup, voilà, donc la parthénogenèse, pour faire simple, c'est des femelles qui arrivent à s'auto-féconder, donc à faire des petits toutes seules. Et il n'y a pas d'accouplement avec des mâles, toutes seules, elles arrivent à se féconder. Et je vous redirige vers la vidéo du coup que j'avais fait sur les vidéos d'Actilus. On se fait de l'autopromo où j'explique ce que c'est du coup un petit peu plus en précision. Voilà. Mais effectivement, c'est un phénomène assez rare, très rare finalement. Et c'est assez curieux de le voir chez cette espèce. Ouais. Et c'est vrai que c'est une espèce qu'on trouve à quel endroit dans son milieu naturel? C'est surtout en Amérique centrale qu'on va le retrouver. Donc voilà, elle a une aire assez grande jusqu'au Mexique. C'est une espèce qui est dans la nature assez courante. Elle n'est pas du tout menacée, rien. C'est vraiment c'est courant. Quand on fait du herping là-bas, ça arrive souvent d'en retrouver. Et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est une espèce arboricole, tropicale, donc il y a moyen de faire des terrariums super plantés. Même là, le terrarium, vous voyez, il est nickel, franchement. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore les plantes, j'adore planter les terrariums, et du coup, là, j'ai pu m'amuser un peu. Et surtout, là, t'as un enchevêtrement de branches, etc. C'est ça, j'ai fait vraiment tout. Il y a moyen de leur faire des super beaux terrariums. Ouais, ça se voit, mais rien que l'espèce est encore une fois magnifique. Hein, encore une fois, vraiment, vous voyez, c'est une espèce qu'on voit pas souvent, et comme tu dis, c'est pas spécialement compliqué de maintenance. Non, ça va. Il n'y a pas énormément d'infos, il y en a quand même un peu. Après, les infos qu'on trouve, c'est souvent les mêmes qui sont récupérées et tout. Ça. Mais de moi, ce que j'ai pu observer, il y a quand même des trucs qui... Moi, c'est déjà arrivé qu'elle ne mange pas, par exemple, pendant plusieurs mois. Et alors là, c'est inquiétant parce que quand même, c'est pas un lézard qui hiberne, mais au final, elle se porte toujours très très bien. Et puis elle a recommencé du jour au lendemain sans que j'ai aucune explication de pourquoi, du comment. Chaque fois qu'on rentre dans la pièce, même si je passe juste dans la pièce, elle va venir, elle va se coller à la vitre. Je sais pas pourquoi. Alors que si je viens, moi dans son terrarium, là, elle panique. Mais par contre, elle venir à moi, là, c'est... Ouais, c'est spécial. Étonnant, mais c'est rigolo comme espèce, franchement. Je conseille à plein de gens de l'élever. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous, essayez de... Ah voilà, c'est ça. Une espèce plus accessible, on va dire, que par exemple l'iguane de Fidji qu'on a présenté juste avant, quoi. D'un point de vue du prix, mais d'un point de vue aussi, on en trouve un peu plus peut-être, plus accessible au niveau de la législation aussi. Voilà. Ok, nickel. Et ben on passe à la suite du coup. Et nous voilà du coup avec espèce plus classique. On connaît le Pogona évidemment. Classique mais toujours sympa. Clairement. Du coup, je te laisse un peu nous parler de ces installations. Le lézard, on connaît déjà un peu, donc vas-y, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait. Ouais, voilà, donc comme tu dis, classique, mais pour moi, ça reste un incontournable. Voilà, c'est ça. Et tout le monde a commencé un jour dans sa vie avec un Pogona, j'ai envie de dire. Clairement. Majoritairement. Ouais, et puis même, je veux dire, après 7 ans de terrario, moi je kiffe toujours autant cette espèce, quoi. Pareil, c'est vraiment génial à observer, comportement trop rigolo, vraiment intéressant, une espèce que j'adore et que je conseille vraiment à tout le monde aussi. Un truc qui est quand même, je trouve important à dire, c'est qu'on s'engage pour quelques années et que ça va quand même coûter de l'argent, il faut changer les lampes, il faut les nourrir, etc. Mais voilà, du coup, moi j'ai 2 Pogonas, du coup là il y a le mâle ici, le petit biceps il s'appelle. Vous les verrez en coupe évidemment. Ouais, et puis il y a la femelle ici en dessous. Et j'ai donc une étagère avec les 2 terrariums qui sont l'un en dessous de l'autre. Ici en bas, la femelle est dans un terrarium en mélaminé, en bois, qui va faire 1,20 m de longueur avec 70 cm de profondeur. Enfin, ou 70, je sais pas si t'as des Français sur ta chaîne. Majoritairement des Français, mais on dira 70, ok. Ouais. Du coup, 70 de profondeur et 50 de hauteur. Et ça, c'est un terrarium que j'ai fait faire sur mesure, du coup, par un gars qui fait des terrariums. Et c'est moi qui lui ai demandé expressément, lui il voulait me faire un 60-60. Et moi, je lui ai demandé de faire un peu plus de profondeur exprès. Et franchement, ça me plaît bien. Ouais, ça fait des dimensions franchement cool pour un Pogona.
Après, c'est clair que maintenant, en y repensant, si je peux, je mettrais plus de hauteur parce que c'est clair que ça grimpe quand même et que c'est toujours chouette à regarder grimper. Puis en haut, il y a le terrain de mon mâle, du coup, qui est lui un terrain en verre qui fait 1m50 sur 50 sur 50. Ok, bah, c'est des belles dimensions finalement pour un pogonard. Niveau éclairage, j'ai des trucs assez classiques, hein, donc ça veut dire que je vais mettre, moi je fonctionne avec des lampes 3 en 1 au point chaud. Et ensuite sur celui-ci, je vais avoir un néon UV qui fait toute la longueur du terrain, enfin 1m20. Après niveau des substrats, moi j'ai testé pas mal de trucs, franchement je suis passé par plein de substrats. Et au final, on en parlait tantôt, mais moi les 2 substrats que j'utilise et que j'apprécie le plus, c'est le Desert Beading. Voilà, mais comme tu disais, c'est très poreux, c'est très poussiéreux. Ouais, clairement. Donc ça, faut faire attention. Et du coup, après, moi je suis passé sur des Repti Chips, donc des tout petits copeaux de. Comment ça s'appelle encore Ça rêve. Ouais. C'est comme le Late Aspen en fait, c'est des trucs très petits et qui sont facilement digérables en fait, et c'est ça qui est bien. C'est que c'est des copeaux de bois, moi à la base tout ce qui est copeaux et tout je suis pas trop fan, mais ici c'est tellement fin qu'en fait ils peuvent en ingérer un petit peu et ça va se faire digérer très facilement. Donc, et puis après niveau hygiène, niveau facilité d'entretien, j'avoue que moi c'est surtout pour la facilité d'entretien que... Voilà, c'est ça. Du coup voilà. Donc Pogo, très classique. Hein. On passe à la suite. Ouais. Du coup ici on est face à la petite installation que je me suis faite pour mes migales. 2 Brachypelma, une Brachypelma Amori et une Brachypelma Bohemii. Et du coup j'aurais fait une petite installation comme ça. Pour le moment elles sont vraiment bien dedans. Depuis que je les ai mises là, elles mangent très bien. Elles muent bien. Franchement je suis content de l'install. J'ai récupéré une cuve d'aquarium que j'ai isolée avec des plaques en polystyrène. Et j'ai mis un petit éclairage au-dessus, une petite LED. Et en fait j'ai mis un tapis chauffant par dessous pour chauffer constamment à 26 degrés, 25-26. Comme ça elles sont tout le temps à une bonne température de jour ou de nuit, qu'il fasse en plein hiver ou n'importe quand. Comme tu dis, toi tu parles pas trop de migales dans tes vidéos, mais du coup... voilà, c'est ça. C'est intéressant du coup. Ouais, pour les gens qui connaissent pas, souvent moi les remarques qu'on me dit c'est mais ils sont dans un tout petit bocal, elles doivent être malheureuses et tout. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les migales c'est dans la nature, c'est pas des animaux qui bougent énormément. Au moins elles peuvent bouger, au mieux elles vont se porter. Mais du coup voilà, elles aiment bien quand les espaces un peu confinés. Elles vont encore grandir donc je vais devoir bien sûr les changer un moment. Moi j'ai eu l'expérience malheureusement avec 2 migales de leur proposer des grands terrariums. Des migales qui vivaient très bien dans des tout petits terrariums. Et au moment où je les ai passées dans des grands, elles sont mortes, je suppose, de stress. Au final, c'est une install qui est assez simple et qui fonctionne bien. C'est ça. Donc c'est le principal, quoi. Moi, je dis souvent, c'est vraiment en fait l'animal de compagnie, entre guillemets. Je veux dire, l'animal à avoir chez soi, qui est en fait le plus facile, quoi, parce que ça mange très peu. On peut partir en vacances facilement, 1 semaine, 2 semaines, et les laisser. Ça prend pas de place, ça fait pas de bruit, ça sent rien. Du coup, franchement, c'est juste pour les gens qui ont peur, c'est un peu difficile. Maintenant, il faut passer au-dessus de ça. Enfin, voilà, c'est pas une espèce qui est plus dangereuse qu'une autre. Non. Voilà, il y a pas de. Maintenant, bon, on peut comprendre aussi les gens qui ont peur. C'est sûr, ça arrive, ça se travaille. Et quand on connaît mieux les espèces, généralement, quand on apprend à connaître, on a beaucoup moins peur. Et donc voilà, c'est intéressant de s'y renseigner, même si vous n'êtes pas forcément attiré par les migales ou voir que vous en avez peur, le fait de se renseigner peut vous aider. Donc n'hésitez pas. Et pour l'anecdote, moi à la base, j'étais vraiment pas fan, j'en avais même peur. Et je suis tombé sur des vidéos d'Américains qui en avaient plein. Et je me disais, mais comment ils peuvent avoir ces genres d'animaux chez eux, quoi. Et ça me donnait des frissons de voir les vidéos. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ça me donnait des frissons. Et en fait, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai regardé une 2e vidéo, une 3e, je me suis abonné au gars. Et après, je suis tombé amoureux de cette espèce, enfin des migales. Et après, à un moment, j'étais à fond dedans et j'adorais ça, quoi. Et c'est fou comme je suis passé j'ai eu des frissons en voyant les migales dans une vidéo. Ouais, c'est fou le changement. Ah, maintenant j'en ai chez moi, quoi. Ça montre au moins une belle expérience, un bel exemple de ce qui est possible avec les migales, quoi. Si ça se trouve là vous en avez peur et dans 2 ans vous en avez une chez vous, on sait pas. C'est ça, ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo que je vous tourne en voix off au montage puisque je me suis aperçu qu'on avait oublié de faire l'outro le jour du tournage. En tout cas, c'était une très bonne journée que j'ai passée à Bruxelles avec les Arman à découvrir ces installations. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu également. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu et l'abonnement. À vous abonner aussi à la chaîne de les Arman, n'oubliez pas. On refera sûrement des trucs ensemble parce qu'en tout cas, c'était vraiment une bonne journée et un bon moment. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et ciao tout le monde.